Bonjour et bienvenue à Art Automobile au château de Broussais dans les Yvelines à côté de Montfort-l'Amaury. Je suis avec l'organisateur Jean-Marc Thévenet. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, c'est la deuxième édition de l'Art Automobile. Comment est née cette idée? Cette idée, elle est née très simplement en 2019 pour les éditions Hachette avec Patrick Le Sueur. On a commis un ouvrage qui s'appelle l'Art Automobile, qui était en partie dédié à Hervé Poulain et à ces manifestations qu'il avait organisées autour de l'automobile et de l'art, et plus particulièrement des hard cars à l'époque où il était pilote aux 24 heures du Mans. On se souvient qu'il avait sollicité Andy Warhol, Calder, Liechtenstein et bien d'autres. Et puis à l'occasion de la sortie de ce livre avec mon co-auteur, on s'est dit pourquoi on ne déclinerait pas une manifestation éponyme au livre dans le cadre de ce château qu'on connaissait. C'est comme ça qu'est née cette première édition, qui était une édition gratuite au départ, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y avait pas de limite concernant les années des automobiles. C'était entre la naissance de l'automobile, dirais-je, et les années 80. Cette année, on est sur un domaine un petit peu plus restrictif parce qu'il y a la dimension patrimoniale qui est très importante pour nous. Donc c'est de la naissance de l'automobile à 1965, parce qu'on estime que 1965, c'est un petit peu la date de rupture entre ce que fut autrefois l'automobile d'artisanat, en quelque sorte. Elle était déjà industrielle, naturellement, mais il y avait encore une dimension artisanale. Et c'est encore avant le choc pétrolier des années 70, c'est une vision très optimiste et très heureuse de l'automobile, même si elle était moins sécuritaire qu'elle n'est aujourd'hui. Alors cet événement s'inscrit sur le week-end des Journées européennes du patrimoine. Il y a une raison à cela? Alors on tient beaucoup à cette date des Journées européennes du patrimoine parce qu'effectivement il y a cette connexion patrimoniale de l'automobile et de l'histoire de l'automobile. C'est en coïncidence et en correspondance avec effectivement la Fédération française des véhicules d'époque dont nous sommes adhérents, et ce partenariat en quelque sorte que la FFE a créé avec le ministère de la Culture, et on tient beaucoup à cette dimension patrimoniale, puisque derrière moi on retrouve des carrossiers comme Figoni, comme le Tourneur et Marchand, qui font véritablement partie du patrimoine artistique, non seulement du patrimoine automobile, mais du patrimoine artistique. Oui, ce sont de véritables artistes, tout à fait. Exactement. Oui. Alors justement, vous allez nous présenter quelques modèles. On a un plateau absolument exceptionnel juste derrière vous. Et vous allez nous le présenter, s'il vous plaît? Très volontiers. On va peut-être démarrer justement, vous parliez de Figoni, avec la Delage. Alors c'est la Delage du Maharaja d'Indore. Le jeune Maharaja d'Indore découvre au salon de Paris de 1929, je crois, ou 1930, cette magnifique Delage carrossée par un jeune carrossier, c'est le cas de le dire, qui s'appelle Figoni. Et cette voiture va rejoindre les terres indiennes et elle est aujourd'hui la propriété naturellement d'un nouveau propriétaire, dirais-je, puisque le Maharaja d'Indore est décédé relativement jeune. On peut s'arrêter quelques instants sur cette automobile parce que le Maharaja d'Indore avait aussi comme particularité d'être très intéressé par Le Corbusier, par Éline Gray, par Jean-Puy Forcat. Et il avait installé, meublé son palais dans une ambiance très art déco, très Bauhaus, ce qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque par rapport à l'exotisme en quelque sorte indien ou hindou. Elle est vraiment extraordinaire. Puis alors la couleur est juste incroyable, hein, cet orange. Je ne citerai pas le nom d'une marque de champagne, mais elle ressemble effectivement très étrangement. C'est sa couleur d'origine? C'est à peu près sa couleur d'origine. Elle est légèrement plus éclatante, mais on reste dans les tons de la couleur d'origine. Magnifique, 1930. 1930, présenté au salon de Paris. Alors juste à côté, on a une Buick. On a une Buick spéciale, c'est un moteur assez rare de 1939. C'est une voiture à la fois sophistiquée et populaire, qui est une série relativement limitée pour Buick. À côté de Dion Bouton, marque française s'il en est, qui symbolise véritablement l'origine de l'automobile en France.
si d'autres marques ont pu subsister comme Citroën ou Renault ou Peugeot, même qui sont des marques elles aussi patrimoniales, De Dion Bouton, dont la marque a disparu il y a déjà pas mal d'années, fait véritablement partie du patrimoine français de l'automobile, fait partie de ces très nombreux constructeurs qui, généralement après-guerre, tout de suite après-guerre, enfin, après le conflit de 39-45, ont disparu. La disparition de Dion Bouton remonte bien avant. Vous sélectionnez vos voitures, on a vu donc de la naissance pour cette édition, en tous les cas de la naissance de l'automobile à 1965, mais il y a d'autres critères de sélection, j'imagine? Les critères de sélection, c'est la rareté. On évoquait à l'instant l'attelage carrossé par Figoni, la Buick spéciale de 1939. Si on va un petit peu plus loin, vous aurez une Studebaker Gran Turismo qui est un modèle exceptionnel de Studebaker. Voilà, ce modèle-là, avec un arrière très spécifique. Studebaker pour les Français, ça nous parle parce qu'il y a également la Studebaker Avanti qui est présente sur le plateau de Grousset. L'Avanti a été designée par le fameux Raymond Loewy, d'origine française, qui avait tout d'un américain, mais qui était d'origine française. Et qui avait cette fameuse phrase qui disait que la laideur se vendait mal. Et donc c'est une Studebaker haut, comme c'est indiqué, et c'est un modèle tout à fait exceptionnel. À côté, alors ce sont des autos qui appartiennent à Dieterlen Galerie, qui est une galerie à Bruxelles. Et cette galerie fait partie des plus grands collectionneurs au monde d'automobiles, donc c'est une chance et un honneur qu'ils aient accepté de venir nous confier quelques autos durant ce week-end. Là aussi, la Wanderer, c'est un modèle d'exception. À votre gauche, vous avez à nouveau une Delage. Attendez, je passe devant pour, bien sûr, pour montrer l'avant de la voiture aussi, parce que ce sont quand même des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non. Et donc, juste à côté, juste Delage, on est Delage. toujours chez Delage, mais cette fois carrossée par Le Tourneur et Marchand, et qui appartient à la famille de Le Tourneur. C'est resté en quelque sorte dans la famille. Et là aussi, c'est un modèle absolument exceptionnel, avec à la fois une finesse. Ce ne sont jamais des autos lourdes, ce sont des automobiles surdimensionnées, par exemple en termes de longueur, avec un habitacle relativement réduit. Pas une largeur excessive, mais une longueur quand même par rapport à une voiture contemporaine assez étonnante. Et ce qui était fou, c'est qu'on pouvait effectivement composer son automobile à partir d'un même châssis, à partir d'une même motorisation. On pouvait bénéficier d'une carrosserie personnelle en quelque sorte, ou à très peu d'exemplaires. Oui, c'est la customisation vraiment poussée. Ce sont les ancêtres de la customisation, mais artisanale, avec un vrai savoir-faire. Alors juste à côté, on a une superbe Alfa aussi. Alfa Romeo 6C. Très beau modèle. On retrouve un peu le rouge italien cher à Alfa Romeo et à Ferrari. C'est un modèle qui a participé à de très nombreux concours d'élégance. Et là aussi, on est véritablement dans la grande époque de l'automobile. C'est toute l'Italie qui nous parle. Alors juste à côté, nous avons une Rolls-Royce. Une 2530. Alors une 25, non, pardonnez-moi, une 2530, c'est bien ça. Et très beau modèle, mais enfin qui parle à lui seul naturellement. Et là, un modèle tout à fait exceptionnel de Nash. C'est le seul modèle qui existe en Europe. C'est une Nash Ambassador. Et là, on est au sommet de la réalisation en matière de carrosserie et d'élégance. On est vraiment dans le Gatsby magnifique là. Vraiment dans le Gatsby. 1939. Hein. Voilà. Ah, puis alors le tableau de bord aussi incroyable. Hein. Qui avait un côté moderne pour 1939. Hein. Oui. Ah oui, de toute façon.
on n'est pas du tout dans l'archaïsme, hein. Il y a déjà, pour l'anecdote, il ne faut pas oublier qu'il y avait des voitures électriques au début du XXe Ah, siècle. tout à fait, Porsche avait démarré avec de l'électrique Voilà, d'ailleurs. Hein. voilà. Donc, à côté de la nage, c'est une reconstruction d'une Rosalie, d'une Citroën qui avait été imaginée par Jean Daninos, le père de Facel Vega, enfin des Facel Vega. Alors d'ailleurs, des Facel Vega, il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Oui, dont l'une participe au concours d'élégance, puisque là aussi, Facel Vega, c'est les derniers instants où l'automobile française imagine qu'elle va pouvoir détrôner ses concurrentes étrangères en matière d'élégance et de sophistication. C'est une aventure qui durera très peu de temps, très contestée d'un point de vue mécanique, mais avec une élégance là aussi de carrosserie absolument exceptionnelle. Et pour finir, pour l'heure, ce plateau qui n'est pas tout à fait complet parce qu'on attend d'autres participants encore, une Peugeot Eclipse. Là aussi, c'est un modèle rarissime avec un système d'ouverture et de fermeture de la capote qui est très sophistiqué. Et quand on pense qu'il est une automobile de 1937, là aussi c'est un système mécanique très grande élégance. C'est un système mécanique qui sera repris et c'est un prothésiste qui a mis au point ce système. Et il sera d'ailleurs, il entrera dans la résistance et il sera déporté et il décédera dans un camp de concentration, mais c'est une des Peugeot les plus élégantes qui soit. La ligne est superbe. Hein. On est au cœur, les années 30, les années 30, on est au cœur du bonheur de l'automobile. Parce que d'abord, elle reste rare. Il n'y a pas encore une surproduction en matière d'automobile. Je me répète, on reste dans une dimension quand même artisanale. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a tous cette fameuse photo de Cartier-Bresson, je crois, des congés payés de 1936 ou de Robert Doisneau où tout le monde est à vélo. Tout à fait. Voilà. Donc posséder une automobile dans ces années-là, c'est pas rien. C'est un marqueur social et voire culturel très important. Alors, Derby, marque très rare, née à Courbevoie, dont les premières la motorisation avait été conçue avec des stocks moteurs laissés par l'armée américaine après le premier conflit en 1914-1918, avec des moteurs d'Harley Davidson. Ah bon? Ouais. Et c'est un petit roadster très rare. C'est une marque très peu connue. Spontanément, Derby, on a le sentiment que c'est anglais. Ça pourrait être la voiture d'Hercule Poirot, si on observe bien, avec Agatha Christie à ses côtés. Mais à côté, une Bugatti type 33. Là, on est passé sur, excusez-moi, on est passé sur le plateau français. En fait, vous avez organisé l'exposition par nationalité. Tout à fait. Alors, pour l'anecdote, parce que quand on organise un événement, il y a toujours des petites anecdotes. On avait commandé un certain nombre de drapeaux pour les différentes nationalités et n'est arrivé que le drapeau français. Donc voilà, nous n'y sommes pour rien. Donc la Bugatti type 33 qui a appartenu à la collection Schlumpf. On ne présente pas autre époque, autre mœurs. Deux très belles Simca qui viennent du musée Simca de Poissy. Là on est véritablement, c'est ça qui est intéressant et c'est vraiment notre démarche, c'est que vous avez vu le plateau du trophée Jean-Paul Thévenet qui se déroulera le dimanche, mais on tenait également à rendre hommage parce que ça fait partie du patrimoine, parce que ce sont des voitures qui sont tout aussi importantes que des automobiles carrossées par Figoni, Le Tourneur et Marchand ou Chaperon, la Ronde, voilà, la voitures Ronde, populaires, la Frégate qu'on va découvrir un petit peu plus tard, qui sont des voitures extrêmement populaires et qui ont mis les Français et les Françaises sur la route. Et ça aussi, c'était important parce qu'il fallait une époque
démocratisation qui soit nécessaire pour l'automobile. Et ça reste de très belles autos. Si on regarde une Simca ronde, donc là on est dans les premiers films avec Jean Gabin. Ça a été la première voiture de mon papa. Des années 50, oui. Qui dans la famille n'a pas été sur la banquette arrière, enfin pour les gens d'une certaine génération, dont je fais hélas partie, derrière la banquette de la Simca ronde ou de la frégate. Modèle très intéressant. Ah, la Comète. La Ford Comète Monte Carlo, dessinée par Jean Daninos, qui est un peu la préfiguration de ce que sera Facet Vega avec cette calandre. Elle est magnifique. En gaufrier absolument magnifique. Et ça, Bicolore, c'est une des vraies belles pièces de la manifestation. Vraiment. Alors à nouveau une Dion Bouton à côté. Voilà, donc celle-ci est de... La précédente était de 1912, celle-ci est de 1910. Voilà, on est toujours au cœur du patrimoine français avec un système comme ça d'éclairage très, très particulier qui tient plus à mon avis de la voile, de la navigation que de l'automobile, mais voilà, il y avait des sources d'inspiration comme ça très, très, très différentes. Avec un petit coq en guise de bouchon de radiateur. Voilà. Qui souvent a été choisi en fait par les acheteurs, hein, les bouchons de radiateur. Oui. Bah, là aussi, on est à nouveau dans la personnalisation de l'automobile, donc il y avait encore cette possibilité effectivement de sigler à son propre nom ou à son propre univers ou imaginaire l'automobile. D'ailleurs, des sculpteurs étaient sollicités pour faire ces bouchons. Terriblement. Facet Vega, bien sûr. Facet Vega, toujours qui était entre guillemets le petit modèle de Facet Vega, mais qui reste néanmoins et cependant un très très beau modèle. Ensuite, on a un cabriolet, très rare. Cabriolet. Donc il est dans un état impeccable. Je regardais la sellerie, là, elle est juste incroyable. Elle sort de quasi-restauration. Ah là, les lève-vitres n'étaient pas électriques dans cette version. Non, on est encore à la bascule. Et là, deux très très belles autos, une Alfa Romeo 2006 Touring. Qui fait très américaine. Très américaine dans sa ligne, et une Lancia Flaminia, oui, très rare. Très rare. On en voit très peu. Comme c'est très rare, on en voit très peu. J'adore la richesse de mon vocabulaire. Et voilà. Ligne. Pas grand chose d'une italienne. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est de s'apercevoir que parfois il y a des mélanges. Il y a des modes, c'est comme. Il y a comme des mélanges ethniques en quelque sorte. Oui, on se dit, si on regarde cette voiture comme ça, on se dit non, c'est pas une. Ça va pas être une américaine, ça va pas être une italienne. Mais bon. Voilà. Alors juste derrière là, il y a quelque chose qui mérite d'être souligné, c'est le Scarabée d'or, la reconstitution du Scarabée d'or. Voilà, exactement, qui est une autochenille qui a traversé le Sahara en 1922, le Sahara algérien, à l'initiative de l'association des voitures et des hommes, guidée par Olivier Mazy à droite, et qui est donc l'œuvre de jeunes lycéens. Là aussi, alors je tenais beaucoup à la présence du Scarabée d'or parce que on parle patrimoine, mais il faut parler transmission. Et grâce à des initiatives comme celle d'Olivier Mazy, il y a cette idée intergénérationnelle que l'automobile, même dans ce qu'elle a de plus historique, parce qu'imaginons un garçon de 15 ans aujourd'hui qui entend parler d'une voiture de 1975, ça veut dire qu'il y a 40 ans de différence. Qu'est-ce qui se passe en 40 ans? C'est très loin de son propre monde, c'est très loin de sa propre imagination. Et pourtant, ces gamins se sont impliqués plus que prévu, puisqu'il y avait un cadre horaire qui avait été délimité et ils ont exposé ce cadre horaire. Et la voiture fonctionne parfaitement bien.
Et il est tout à fait possible de la faire rouler. D'ailleurs, elle a roulé la semaine dernière. Absolument. À l'occasion de la journée de la chenille. Vous la connaissez, la fameuse journée de la chenille. Excellente initiative de notre ami Olivier Debras. Une Lorraine et Clément. Alors ça, je ne connaissais pas. Didier Théren, qui est une marque très rare. Et là, on peut admirer le côté XL de la banquette, de la banquette arrière. Ah oui, c'est impressionnant. Hein. Voilà. Et c'est une auto de 1909. Et c'est ce qu'on appelle un phaéton. Un phaéton. Oui, ce genre de modèle. Il y a les Roadsters, il y a les phaétons. Et elle roule 1909. Elle roule absolument. Elle est dans un état de restauration impeccable. Voilà. Il y a même le son. Il y a même le son. Et alors à côté, là j'étais juste émerveillée. Ouais. Alors c'est une rarissime voisin. C'est une carrosserie, pas une carrosserie, pardonnez-moi, c'est un châssis de C14. C'est un modèle de 1932 si j'en crois la carte grise. Et elle est carrossée en quelque sorte par une entreprise, une société anglaise. C'est un modèle très rare. En osier, absolument incroyable. Ouais. Et comme ça des vocations assez étonnantes. Mais c'était d'origine ou alors c'était une commande spéciale? Non, c'est sur un châssis de C14 et c'est une commande spéciale. C'est une commande spéciale. Oh, on a la malle à l'arrière. Qui peut laisser songeur, j'imagine, à l'époque, mais après tout, pourquoi pas. Et c'est un modèle, même pour les amateurs de voisins, très rare. Et puis, alors là, on a un vaisseau spécial. Oui, alors ça, je rêve de monter là-dedans. 1956, c'est un prototype microcar imaginé, la goutte d'eau imaginée par Citroën, par les designers de chez Citroën. C'est on va dire un concept car qui ne verra jamais le jour. Mais il y a déjà cette idée dans l'air. 1956, on est encore pourtant à l'époque des 30 glorieuses où la consommation est surtout le fer de lance de la société. Et c'est un modèle, moi je trouve absolument prodigieux parce qu'on lui retire les roues, on pourrait la retrouver, on pourrait penser que c'est un véhicule spatial. Le Mars Attack, je ne sais pas si vous connaissez ce film de Tim Burton. Et c'est vraiment dans le principe même. Et elle roule? C'est une très bonne question, je ne pense pas qu'elle roule, elle appartient au conservatoire Citroën. Des gens de qualité qui font rouler leur voiture. Un très bel endroit à Aulnay-sous-Bois qu'il faut absolument avoir visité au moins une fois dans sa vie. Avec des passionnés. Et puis pour finir, parce que tous les participants, hélas, ne sont pas encore arrivés, un modèle très intéressant de Saab, 1958. C'est une voiture qui tient des températures jusqu'à moins 53 degrés. Et la particularité, c'est que c'est un moteur 2 temps. Donc ça, les moteurs 2 temps, ça existait rarement, quasiment là aussi. On l'a entendu arriver tout à l'heure en pétaradant, c'était... Ce son spécifique. Attention. Merci. Avec une Volvo à côté qui fait aussi très américaine. Voilà. Alors son propriétaire me disait que ça faisait plutôt penser à un carrossier, une carrosserie italienne. Et c'est une 1800S dans un état de restauration absolument exceptionnel. Alors je dirais italienne devant et américaine derrière. C'est tout à fait ça. Alors vous avez quand même fait une exception, bon, on ira après, parce que vous me disiez tout à l'heure que les différents plateaux s'arrêtaient à 65. Vous avez quand même donné une dérogation, parce que la voiture elle est exceptionnelle. On est comme ça, nous on donne des dérogations. Alors on va déjà passer devant ces... Ah bah là c'est les... La Ford Pratt, c'est... voitures qui ont participé au Normandie Race Beach.
Elles sont belles, hein. Et comme Marc est un voisin, nous a fait le plaisir de venir avec cette si particulière auto. Une Nash en activité. Oui, oui, je vois, voilà. Oui, oui. Et puis le coin des Américaines. Avec cette Thunderbird de 1957 et à côté l'automobile personnelle de Raymond Loewy, la Studebaker Avanti. Ah bon qui a appartenu à Raymond Loewy et qui est quasiment dans son jus. Alors, je vais montrer la Studebaker de devant parce qu'elle est quand même elle est superbe. Et l'Avanti, ça c'est aussi rare. Hein. On en voit rarement des... Alors, elle fait le MoMA, le musée d'art moderne de New York en 1951, de mémoire, avait organisé une manifestation qui s'appelait 8 automobiles et préconisait déjà le fait que l'automobile pouvait être une forme d'art. Parce que vous imaginez un musée d'art moderne américain en 1958 et il y avait, de mémoire je crois, il y avait une Avanti parce que c'est une œuvre d'art. Là on est au cœur des années 50-60, c'est absolument extraordinaire. Et elle fut donc la propriété de son père géniteur, dirais-je. On ne présente plus les Mustangs. Alors, modèle aussi d'une marque pas toujours très connue, mais qui a symbolisé l'Amérique forte, l'Amérique X large, là aussi, avec l'Impala. Avec des coloris oui. très flash à l'intérieur, un turquoise. Et donc là on est dans American Graffiti. D'ailleurs je me demande si dans American Graffiti il n'y a pas une Impala. Il doit y avoir inévitablement des Impala. Et donc c'est superbe Ford Mustang juste à côté. Exceptionnel. Alors est-ce que pour vous là on voit effectivement, c'est évident la relation entre l'art et l'automobile, mais est-ce qu'il y a un modèle aujourd'hui récent que vous pourriez mettre dans cette catégorie? Ou alors pour vous c'est vraiment forcément la voiture de collection qui est une œuvre d'art? C'est toute la relation qu'on a à l'art en général, que ce soit la peinture, que ce soit la sculpture ou que sais-je comme discipline. Je pense simplement, on l'a évoqué, je l'ai peut-être évoqué un peu trop longuement, mais qu'on avait tout à fait cette possibilité jusque dans les années 30, en tout cas les cœurs des années 30, si on en avait les moyens naturellement d'avoir une voiture unique et personnelle. C'est quelque chose qui a disparu. Après, il y a eu cette idée de production et surproduction, puisque l'automobile est devenue véritablement une industrie. Je ne vois pas spontanément des automobiles qui soient des marques qui soient effectivement dans cette dimension artistique. Il y a peut-être ce qu'on appelle les supercars, comme les McLaren. On n'a pas les... Non, c'est pas moi. Elle est dans... Donc voilà, peut-être du côté des supercars, dans 20 ans, quand on verra un supercar, on se dira bah oui, c'est une œuvre d'art, elle appartient complètement à la folie de ce début du 21e siècle, où la vitesse est devenue une abstraction, mais en même temps où il y a des moteurs survitaminés. Voilà, donc je pense qu'il faut du recul pour pouvoir estimer. Peut-être que vous n'êtes pas sensible à l'art contemporain automobile. Hein. Ah, je suis très sensible à l'art contemporain, puisque pour la petite histoire, j'ai créé une biennale d'art contemporain au Havre, mais automobile moins, c'est tout à fait vrai. On va voir la voiture brésilienne à laquelle vous avez accordé une dérogation. C'est ça, voilà. Bah oui, il a été fabriqué à très peu d'exemplaires. Je l'ai retenu sur son look. J'en ignore absolument tout en termes mécaniques, mais voilà. Je sais que c'est un ancien pilote de Formule 3 qu'il a mis au point. Voilà,
Elle a une dimension pour le moins. Alors, j'ai là aussi beaucoup parlé d'artisanat, mais alors là on est vraiment dans l'artisanat à fond. Bon, ils sont arrivés en la poussant quand même, hein, donc... Vous vous souvenez de l'ultime phrase de certains l'aiment chaud, nobody's perfect. Bon, à côté évidemment, hein, la 190 SL qu'on ne présente plus, c'est sûr, qui reste un très beau cabriolet naturellement. Et puis là c'est intéressant, c'est la fille et la mère. Un très beau coupé 220. La mère est superbe. La mère serait-elle plus jolie que la fille? Ça arrive parfois. Mercedes 220 SE de 1962, je ne voudrais pas m'avancer sur les dates exactes. Et Mercedes 220 de 1964. Et alors c'est très intéressant parce que là on a un condensé pas d'histoire automobile, mais enfin de l'évolution de l'histoire de l'automobile. Combien d'années entre les deux? Alors, bonne question. Il y a largement une décennie entre la création de la 220 SE qui doit remonter à la fin des années mi-50, fin des années 50. Et là, on est plus sur un basculement sur les années 60. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on abandonne des formes tout en rondeur qui sont encore assez caractéristiques des automobiles des années 30-40 pour arriver à des formes qui vont perdurer, si on observe bien la ligne de cette Mercedes, c'est des formes qui vont durer jusque dans les années 90. Tout à fait. Et cette automobile a appartenu à l'ambassadeur d'Allemagne au Japon. Elle est magnifique. Hein. C'est dire son histoire. Elle est comme neuve. Et juste derrière, il y a un exceptionnel combi Volkswagen. Oui, les fameux combis Volkswagen. Dans un état impeccable. Je l'ai croisé en arrivant sur la route et franchement, il est magnifique. Oui, oui. Avec sa grande caractéristique qui est la déclinaison Maxima. Plus il y a de vitres, plus ils sont chers. Hein. Voilà, c'est ça. Et là, je crois qu'on est au maximum. Hein. On est au maximum, c'est le modèle emblématique. On imaginait, alors c'est ça l'histoire de la collection qui est absolument extraordinaire. C'est un petit peu comme pour en revenir à l'art, quand il y a eu les premiers collectionneurs d'impressionnistes. On se souvient que par exemple les premiers collectionneurs de tableaux impressionnistes cachaient des tableaux impressionnistes parce que leurs amis étaient épouvantés. Et on pourrait dire la même chose de certaines automobiles. Les combis VV, moi qui suis un enfant des années 70, les combis VV c'était des utilitaires, c'était très marqué d'une époque, Baba et autres, mais personne n'imaginait que ça deviendrait un motif de collection et à des prix absolument extravagants. Ah oui, parce que ce modèle, il avoisine les 100 000 €, je crois. Hein. C'est ça, on est entre 70 et pour certains modèles, 70 et 100 000 €. Et là, juste derrière, on a quelques petites anglaises. Voilà, on a une MGA, MGA Twin Cam. Voilà, tout à fait. Une Triumph Sprite et une autre MG. Okay, merci. Oui, elle est magnifique cette MG. Hein. Magnifique. Bonjour, ça va? Bien. Superbe. Et on va terminer peut-être avec cette magnifique Facel Vega. Ce sera une très belle conclusion, Stéphanie, parce que c'est le symbole de la French Touch, la fameuse Facel Vega, Facel 2 de 1962, un modèle comme c'est indiqué, voilà, 1962. Je vais y arriver, 1962 HK2, et voilà. Alors là, pareil, l'intérieur est dans un état impeccable. Le tableau de bord est impressionnant. Magnifique. Dans une des couleurs les plus classiques, au bon sens du terme, de chez Facel Vega.
Superbe. Merci beaucoup. Mais c'est avec un immense plaisir et je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine ou alors à demain aussi pour les personnes qui souhaitent encore venir voir l'exposition. Merci de ce rappel. Bien sûr, c'est donc samedi et dimanche, ouverture à 10h pour le public et fermeture vers les 18h dimanche. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup.